Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés pour cet épisode. Un épisode que j'ai enregistré et réenregistré plusieurs fois. Je vais pas vous dire le nombre de fois parce que c'est un petit peu la honte. C'est un épisode qui pour moi me tient énormément à cœur parce que j'ai vraiment envie d'apporter un maximum d'informations, de nuances, tout en le faisant de manière synthétique et dans le rythme habituel. Et du coup, c'est un beau défi pour moi. Je vais justement parler du Dr. Joe Dispenza, de son travail et de ce que j'ai appris, et etc., etc. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on ne perd pas les bonnes habitudes. Je souhaitais remercier l'un ou l'une d'entre vous, je ne sais pas en fait, vu le nom, le pseudo, c'est Toff Sand qui écrit « Merci pour cette douceur dans la voix, ce côté rassurant et clair à la fois. Je vous écoute régulièrement sur le chemin du travail ou en cuisinant. Un pur bonheur pour mon cœur et mon âme. » Mais c'est excellent. Alors, déjà, une première chose, Toff Sand, ici on se tutoie. Pour moi, c'est important de créer un lien professionnel, certes, mais aussi proche. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est prends une capture d'écran, envoie-la moi, soit sur Instagram, soit par email, il y a tout dans les notes de podcast. Et puis, on discutera ensemble de ton petit cadeau. Est-ce que ça va être une séance de pentanalogie ou bien 30% sur le programme d'auto-coaching qui va reprendre au mois de juin. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, eh bien déjà, bienvenue. Et sachez aussi qu'il y a un programme d'auto-coaching que je fais plusieurs fois par année avec un petit groupe de personnes qui souhaitent en fait apprendre ces outils, les appliquer à eux-mêmes. Peut-être qu'elles ont un objectif ou peut-être qu'elles ont tout simplement envie d'avoir une meilleure compréhension d'elles-mêmes. Et c'est ouvert aux hommes comme aux femmes. Et puis voilà, vous avez toutes les informations. C'est vraiment un programme qui me tient à cœur, qui est chouette, qui dure 3 mois. Parce que quand on fait un travail de développement personnel, la pratique et le processus sont aussi importants que les techniques que vous apprenez. Bon, sans plus attendre, on entre dans le vif du sujet du Dr. Joe Dispenza et de son travail. Alors, Dr. Joe Dispenza a écrit plusieurs livres, notamment, et celui où je pense qu'il a le plus explosé, c'est Comment devenir super conscient. Il y a aussi le livre sur Rompre avec soi-même, L'effet placebo, ça c'est des livres plus anciens, on va dire. Il a été vraiment repéré et connu en 2004 quand il a participé à un film documentaire, en anglais c'est What the Bleep Do We Know, où là justement lui et plusieurs spécialistes étaient en train de discuter, de partager leurs connaissances et leurs découvertes sur l'aspect quantique de la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'aspect quantique ? Vous inquiétez pas, je vais expliquer ça plus tard. On va dire que de manière générale, ce qui intéresse surtout Dr. Joe Dispenza, c'est les rémissions spontanées, c'est la manière dont les personnes arrivent à se soigner et à guérir des blessures chroniques. Tout ça en utilisant des techniques de méditation, de visualisation, des techniques qui vont élever la conscience de soi et permettre du coup d'avoir un effet sur la matière. Et la matière étant leur corps. Ça, c'était dans un premier temps, où il commençait justement à combiner des domaines de la physique quantique, des neurosciences, de la chimie du cerveau, de la biologie et de la génétique. Et dans le but d'apprendre aux gens à recabler, si on veut, le cerveau pour avoir une meilleure santé et un plus grand bonheur. Bien entendu, il a commencé à créer des vagues dans le milieu scientifique. Et donc du coup, il est lourdement critiqué. Et dans cet épisode, j'ai quand même envie de parler de cela parce que c'est important pour moi d'avoir conscience un petit peu au maximum de tout ce qui se passe, même si on sait très bien qu'on n'aura jamais toutes les réponses et puis qu'on saura jamais tout ce qui se passe. Une des critiques majeures et fondamentales, c'est qu'il joue un petit peu avec les titres.
Il est docteur en chiropractie. Donc le chiropracteur, je sais qu'entre la France, la Suisse, la Belgique, c'est pas les mêmes choses, mais le chiropracteur, c'est aux États-Unis en tout cas une personne qui va faire et des manipulations comme un ostéopathe et des massages thérapeutiques et qui va surtout s'intéresser à la colonne vertébrale. Donc il est docteur en ça. Et ensuite, dans ses études post-grad, il a étudié la neurologie, du coup les neurosciences, les fonctions du cerveau, la chimie du cerveau. Il a aussi porté une attention particulière sur la formation des mémoires, comment est-ce que la mémoire fonctionne, sujet très intéressant, et aussi la longévité et le fait de vieillir. Du coup, où ça commence à se gâter, c'est que il met en avant comme quoi c'est un docteur et derrière, il se présente aussi comme neuroscientifique. Et dans le milieu scientifique, en fait, ça passe pas trop. C'est un petit peu les petites subtilités des titres qui sont faits dans le but de crédibiliser ses propos auprès de personnes qui ne connaissent peut-être pas ces subtilités-là et qui vont voir docteur Dispenza, neuroscientifique, il parle du cerveau, il doit en savoir un rayon. Et en fait, la critique majeure, c'est il a des connaissances, certes, mais il manipule avec ses titres. Alors, personnellement, ce que j'en pense, c'est oui, peut-être qu'il est en train de manipuler avec ses titres. Ça veut pas dire que ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi et puis que c'est pas du tout pertinent, etc. Si on regarde un petit peu l'histoire de l'innovation, eh bien, c'est soit parce qu'il y a des accidents ou soit parce qu'il y a des personnes un petit peu marginales qui ont commencé à faire beaucoup de bruit et du coup ont forcé, si vous voulez, l'attention du corps médical, du milieu scientifique, et puis qui, au fur et à mesure, eh bien, en fait, les résultats concrets prouvent et soutiennent ce que la personne disait. Il y a aussi énormément d'études scientifiques qui n'arrivent pas à prouver ce que la personne disait. D'accord ? Donc voilà, c'est bienvenue dans le joyeux monde de essayer de prouver des choses qui parfois sont difficilement mesurables. Néanmoins, et ça c'est une des deuxièmes critiques qui est faite pour le Dr. Joe Dispenza, c'est que dans ses workshops plus avancés, il a récemment commencé à travailler en partenariat avec d'autres scientifiques pour mesurer, faire du brain mapping des participants durant les exercices plus avancés de méditation, dans le but d'étudier et de prouver scientifiquement qu'il y a réellement quelque chose qui se passe. Et j'en parlerai à la fin parce que j'ai envie d'amener en fait le travail du Dr. Joe Dispenza du plus concret au plus spirituel. Ce que j'ai trouvé fantastique. Donc moi j'ai fait la formation en ligne. Du moment que l'on pourra refaire des workshops et qu'il y a une place, je suis inscrite parce que j'ai vraiment envie d'aller plus loin dedans, de comprendre, de l'expérimenter. Mais quelque chose qui est majeur en fait dans son travail, c'est que au fur et à mesure des années, en fait, il a commencé à affirmer de plus en plus cet aspect spirituel quantique. Et il en parle justement dans sa formation en ligne. Du coup, on va commencer juste petit à petit avec déjà une de ses idées centrales, c'est l'effet placebo. Donc l'effet placebo, c'est on fait croire à une personne qu'on lui donne un médicament, c'est souvent une pastille de sucre, ou bien on peut aussi avoir les placebos impurs, c'est-à-dire un médicament avec un agent chimique pharmacologique, mais qui n'a rien à voir en fait avec le symptôme que l'on essaie de traiter. C'est des petites nuances et en fait, pour qu'un médicament soit mis sur le marché, il faut que l'effet soit significativement supérieur à l'effet placebo. C'est-à-dire que quand ils testent un médicament, il y a un groupe où on leur donne pas le médicament, on leur fait croire qu'ils sont sous le traitement. Et puis après, il y a un groupe à qui on donne le médicament et en fait, on compare après les résultats. Et s'il y a un effet significatif supérieur du groupe qui prend le médicament avec l'agent chimique traitant, et bien à ce moment-là, le médicament est validé comme étant efficace. Ça, c'était la minute théorie. Maintenant, ce que Joe Dispenza a commencé à titiller, on va dire, c'est qu'il se dit, mais tiens, si l'effet placebo est si important, ça veut sûrement dire aussi que
la personne arrive à convaincre son cerveau de produire une molécule chimique qui correspond en fait à l'antidote, à ce dont elle a besoin pour se guérir, pour enlever la douleur. Ça, c'est une de ses idées centrales. Et du coup, de là, il a commencé vraiment à étudier l'effet, donc pratiquer, étudier, et il enseignait à d'autres de faire certains types de méditation, et plus précisément de visualiser le corps dans un premier temps qui est en bonne santé, qui va bien, dans le but de convaincre et de recabler le cerveau afin que celui-ci se recalibre et procure en fait un mieux-être et commence à guérir le corps. Alors, on sait que la visualisation, elle fonctionne, elle a un effet neurologique réel. On sait aussi que le cerveau n'arrive pas nécessairement à distinguer entre ce qui est imaginé et ce qui se passe réellement. On sait aussi que en visualisant quotidiennement et de manière répétée, on est en train de recalibrer notre SAR, donc notre système activateur réticulé. C'est un filtre que l'on a à l'intérieur du cerveau et que celui-ci permet de filtrer les informations en fonction de ce qui nous semble le plus important et pertinent à ce moment-là de notre vie. Et du coup, l'effet, c'est que tout d'un coup, on va peut-être remarquer des choses qu'avant on ne remarquait pas parce que le cerveau sera orienté, calibré sur ces choses importantes. Donc, l'effet de la visualisation et de la méditation, elle est de plus en plus confirmée solidement. Maintenant, où Dr. Joe Dispenza le prend un petit peu plus loin, c'est qu'il dit « Ouais, non mais on peut aller encore plus loin quand on commence à intégrer et accepter le paradigme quantique. » Alors, je vais essayer d'expliquer ça le plus simplement possible. Dans la vie de tous les jours, on est principalement sur un modèle newtonien, un paradigme newtonien, c'est-à-dire de cause à effet. Littéralement, la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est la conséquence linéaire de tous les événements, les actions, les choses que vous avez faites ou non, les rencontres qui expliquent aujourd'hui la personne que vous êtes telle que vous êtes. Donc, on a vraiment une composante linéaire espace-temps. Dans le modèle quantique, eh bien, en fait, l'espace-temps est perdu et ce qui est mis principalement en évidence, c'est tout le flux énergétique qui maintient la matière ensemble. L'image qu'il donne, c'est d'imaginer l'univers comme un tissu infini de possibilités, de potentiel. Et chaque possibilité potentielle a une fréquence qui lui est propre, qui est liée et entrecroisée par des flux énergétiques différents. Et où il trace une parallèle, c'est qu'il dit notre cerveau, nos pensées, notre conscience est aussi un flux énergétique. Et que du coup, si on arrive à calibrer notre conscience, à devenir, pour le coup, super conscient, eh bien, on va avoir un effet sur l'expression de la réalité de notre vie ou sur l'expression de certains gènes dans notre corps, qu'il y aura un effet du flux énergétique sur l'expression de la matière et non l'inverse. Pour la petite histoire, un jour j'ai essayé d'expliquer ça à un astrophysicien qui travaille au CERN, qui est un client de moi. Il était complètement confus en fait par la terminologie, etc. Parce que pour lui, ça n'avait rien à voir. Donc c'est un astrophysicien quantique. Quand je lui expliquais ça, il était... Honnêtement, je pense que pendant quelques instants, il se posait la question si en fait ça faisait depuis des mois qu'il allait chez quelqu'un qui était une totale charlatante. Mais après, en discutant, il a commencé à peut-être comprendre certains aspects, mais en tout cas, dans le milieu scientifique, le fait qu'ils utilisent des termes comme quantique, etc., en fait, ça ne matche pas avec leur réalité et la manière dont eux, ils abordent la physique quantique. Voilà. C'est des différences en fait qu'il y a entre ces différents milieux, ces différents courants. J'ai la chance d'avoir souvent des discussions à propos de ces sujets avec des personnes qui viennent vraiment de milieux très différents. Et c'est très intéressant en fait à quel point parfois les mots que l'on utilise, ils sont si importants, la définition des mots aussi. Ouais, c'est assez chouette. En tout cas, c'est assez intéressant. Bon, bref, à nouveau, je reviens sur les idées clés. Donc, pour
Joe Dispenza, en fait, il fait vraiment un lien entre vos croyances, vos perceptions, les champs d'énergie et le mystère placebo et l'influence en fait que votre pensée, votre conscience peut avoir sur votre vie, tant en termes de comment vous vous sentez, mais aussi ensuite des opportunités qui peuvent se présenter à vous, des rencontres, parce que tout simplement, vous allez être en train de vibrer, on va dire, à une fréquence qui va matcher la fréquence du potentiel que vous désirez. Donc c'est une sorte de loi de l'attraction version 3.0. Pourquoi 3.0 ? Parce que pour lui, il y a quelque chose de primordial dans le fait de travailler sur notre état d'être. Et donc ce qu'il met en avant, et ça je trouve vraiment particulièrement intéressant, c'est le fait que de jour en jour, si on ne place pas une intention délibérée de faire autrement, on est juste en train de reproduire les mêmes gestes que hier, qu'avant-hier, que la semaine passée, que le mois passé. Que si on ne prend pas le temps de questionner nos pensées automatiques et nos systèmes de croyances, eh bien, à nouveau, on recycle encore et encore et encore les systèmes de croyances du passé. Et que du coup, ce qu'il propose, c'est que, étant donné que cela se passe, eh ben, on a un très faible pourcentage de nouveautés au quotidien. Et en fait, ce qu'il propose, c'est que malgré que ce soit une nouvelle journée, vous êtes une version très ancienne de vous-même. Une version conditionnée, automatisée, qu'il appelle « the old self », le vieux soi, on va dire. Et lui, ce qu'il propose, c'est de délibérément commencer à enseigner à notre être, notre corps, à ressentir et à vivre comme si ce que l'on désire le plus était déjà arrivé. Donc, c'est d'élever notre état d'être, notre fréquence, pendant plusieurs minutes, d'y placer une idée, une intention claire, précise et positive, de la coupler justement avec an elevated state of being, donc un état d'être élevé, et de faire confiance qu'en faisant ça de manière répétée, répétitive, eh bien déjà notre organisme va se recalibrer. Et puis que, in fine, et on ne sait pas combien de temps ça va prendre, ce que l'on désire vraiment va en fait se mettre en place de manière naturelle et facile, où il n'y a pas cette impression de devoir forcer les choses. Il y a quelque chose, et en fait c'est aussi le Dr Hawkins qui, dans son livre, a fait une différence entre le fait de forcer, d'être dans la force, ou bien la puissance. Et bon, de ce que j'ai compris de Joe Dispenza, je pense que le travail du Dr Hawkins l'a aussi pas mal influencé. Et donc l'idée principale dans la force ou dans la puissance, c'est que lorsqu'on est dans la force, eh ben, il y a vraiment ce côté un petit peu conflit matière à matière. Et lorsque la personne bascule dans des états de conscience plus élevés, donc Hawkins il a mis au point une échelle de conscience, eh bien, à ce moment-là, il y a une fluidité qui se passe pour la personne et puis elle vit une autre réalité. Donc là, si vous ne l'avez pas encore compris, on est complètement sur un épisode spirituel, New Age, etc. Ce que je trouve hyper pertinent avec cet apport-là du Old Self, New Self, et qu'il faut s'entraîner en fait à vivre déjà dans le moment présent, à ressentir dans le moment présent les états d'être que l'on veut ressentir le plus souvent dans notre vie, dans notre futur, c'est qu'il y a effectivement une croyance, une impression que lorsque l'on aura tout ce que l'on désire, eh bien on se sentira mieux. Et il y a bon nombre de fois où, et je ne sais pas si peut-être vous avez vécu ça, où lorsque l'on atteint l'objectif, eh bien on a ce moment de pic, de bien-être, d'émotions agréables et positives, mais que très rapidement, la routine se réinstalle. Et qu'il faut apprendre et s'apprendre en fait à ressentir et vivre de manière délibérée les états d'être que l'on désire et de prendre conscience que
parfois, en fait, on se fait happer dans l'habitude, dans l'automatisme, dans le mood collectif dans lequel on est. Et que si on ne prend pas le temps de dire non, stop, là, j'ai pas envie de me faire happer, vampiriser, pris dans un état d'énergie qui est plutôt bas, eh bien, en fait, vous pourrez peut-être vous retrouver dans une situation qui, à mon sens, est assez tragique, où vous avez tout pour être heureux, mais vous n'arrivez pas à le ressentir. Vous n'arrivez pas à le vivre et maintenir ce ressenti-là sur le long terme. Alors quand je dis ça, il y a souvent de la résistance qui arrive, où il y a un petit peu, oui, mais être optimiste tout le temps et positif, c'est pas possible. Effectivement, c'est pas possible. C'est la cohérence, en fait, des contraires. On a besoin, en fait, des états positifs, des états négatifs, des contrastes pour aussi pouvoir choisir de vivre des choses qui nous apportent, qui nous servent. Par contre, posez-vous la question de la qualité des émotions que vous voulez vivre, ainsi que l'intensité de celles-ci. Et rien que pour ça, je trouve que la méthode de Joe Dispenza, elle tape en plein dans le mille. Maintenant, pour ce qui est des aspects plus mystiques, est-ce qu'effectivement, si on pratique cela quotidiennement, est-ce qu'on commence à avoir les résultats souhaités? Est-ce qu'on commence à avoir des opportunités qui se présentent spontanément, facilement? Pour ma part, l'année passée, quand j'étais en train de faire justement tout cela, j'ai quand même remarqué qu'il y avait des choses assez chouettes qui se passaient. Alors, est-ce qu'elles se passaient parce que je faisais ces exercices ? J'en sais rien, je le saurai jamais. Est-ce que ces choses-là se passaient parce qu'en parallèle à faire ces exercices, à me mettre dans les états d'être, j'étais dans des actions concrètes ? Sûrement. Est-ce que si ces choses-là s'étaient passées sans que je fasse toutes ces pratiques, je les aurais appréciées autant ? Probablement pas. Parce qu'il y a ce petit truc qui, je pense, anime énormément de personnes, c'est que on a toujours une partie de nous qui a envie de croire que peut-être il y a quelque chose de plus grand, réellement. Quand on commence à voir ces petits signes, ces petits clins d'œil, ces trucs qui se passent, personnellement, j'aime bien comment je me sens. Et si c'est votre cas aussi, tant mieux. Si c'est pas du tout votre cas, c'est ok aussi. À la fin, il y a une phrase très simple qui dit « Follow your joy ». Donc, suivez votre joie, et je pense que c'est un dicton qui est super. Et des fois, je me pose la question si, 15% de la population faisait vraiment les choses qui leur apportaient de la joie, imaginez déjà l'effet que ça aurait sur le monde et sur le collectif. Donc, faites ce qui vous convient. Maintenant, pour ce qui est des techniques avancées, il y a cette technique respiratoire qui est vraiment proche de la technique holotropique. Alors la technique holotropique, c'est une respiration qui généralement se fait coucher parce qu'il y a beaucoup en fait d'oxygène qui rentre. Ça ressemble énormément à la respiration de la méthode Wim Hof. Et le but de cette respiration, c'est de permettre à d'autres champs de conscience de prendre place. D'accord ? Donc la personne va basculer dans des états de conscience modifiés. Et là, avoir peut-être un plus grand champ d'action sur le corps, permettant de changer la chimie du corps. Et ça a été prouvé par Wim Hof. Il y a d'ailleurs un épisode sur la méthode Wim Hof que je vous conseille vivement d'aller écouter. Si vous me suivez sur Instagram, c'est pour ça aussi que je me mets en fait durant l'hiver dans un bac d'eau froide plusieurs fois par semaine. Ce que Joe Dispenza et l'équipe de scientifiques mesurent quand ils sont en train de faire le brain mapping, c'est l'activité cérébrale, ou en tout cas comment celle-ci est modifiée durant les méditations plus profondes. Et ce qu'ils remarquent, c'est que quand les personnes rentrent dans des phases de transe très profondes, ou après celles-ci rapportent qu'elles ont vécu quelque chose de très profond, comme si elles ont connecté à les guides ou à la source, ou enfin quelque chose de très puissant, l'empreinte neurologique à ce moment-là ressemble furieusement à une personne qui est en train de faire une crise d'épilepsie, mais qu'en fait, quand ils sont en train de regarder la personne, elle va très bien, elle sourit, elle est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et ça me rappelle aussi
Les études qui ont été faites avec Corinne Sombrin, qui est l'autrice du livre Les tribulations d'une chamane à Paris, ont montré. Donc pour la petite histoire, à nouveau je synthétise, mais Corinne Sombrin, à la base, est journaliste. Elle a été faire, je crois, un article ou un documentaire avec une chamane en Mongolie, et durant un rituel chamanique, elle est partie en transe et en fait, il s'est révélé qu'elle était chamane. En fait, elle a eu son éveil à ce moment-là, ou plutôt son réveil, parce qu'elle l'avait déjà eu plus jeune. Et du coup, elle voulait absolument comprendre ce qui se passait et elle s'est très vite mise en partenariat avec des équipes scientifiques pour mesurer, comprendre, etc. Et puis, il y a aussi un petit peu le même genre d'empreinte qui se passe sur les études avec des médiums. Donc, quand les médiums partent en transe, en canal qu'ils ouvrent, eh bien, leur activité cérébrale change drastiquement. Et du coup, il y a énormément de questions qui se posent. Notamment, qu'est-ce qu'on va découvrir dans les 10, 15, 20 prochaines années ? Et si vous avez déjà été dans des états de conscience modifiés profonds, déjà, je serais intéressée que vous me partagiez votre expérience. Pour ma part, c'est quelque chose que je trouve incroyable. Je l'ai fait à plusieurs reprises et puis bien sûr avec l'hypnose. Je suis très souvent dans des états modifiés de conscience, mais c'est pas les mêmes stades et les mêmes profondeurs. Et dans ces états-là, il y a des choses très chouettes et très intenses qui se passent où c'est tout l'être en fait qui vibre et qui ressent. Et d'ailleurs, et je vais terminer là-dessus sur les choses que j'ai appris avec le travail de Joe Dispenza, c'est qu'à un moment donné, dans sa formation, il explique très clairement, et après, c'est en fonction de vos croyances, soit c'est quelque chose qui vous parle, soit c'est quelque chose qui pour vous est vraiment trop là-haut, trop différent, mais que pour lui, il y a un moment donné, on arrive aussi à interagir avec des formes d'intelligence, que ce soit l'intelligence de la vie, que ce soit l'intelligence de l'univers, nommez ça comme vous voulez, les guides. Il dit que ces formes d'intelligence, en fait, elles ne peuvent baisser leur fréquence qu'à certains niveaux et que c'est à nous d'augmenter notre fréquence, notre vibration, notre état d'être pour interagir avec. Et j'ai trouvé ça hyper pertinent parce que c'est vrai qu'il m'est arrivé dans des workshops très spécifiques, c'est vrai qu'à un moment donné, de sentir une sorte d'intensité qui arrivait sur le groupe collectif et promis, on n'avait pas pris de drogue et puis ils nous avaient pas glissé quelque chose dans notre eau, promis, mais il y avait quelque chose de très profond. Il n'y a pas forcément des mots pour le décrire, c'est quelque chose qui doit être vécu et ressenti. Mais voilà, de l'entendre, l'expliciter comme ça, qu'en fait c'était à des moments très spécifiques ou parce que notre champ vibratoire, notre fréquence, notre vibration, notre état d'être était élevé, qu'à ce moment-là, en fait, il y avait une sorte d'interaction avec ces formes d'intelligence. Et j'ai trouvé ça hyper cool. Et puis voilà, et avec ça, je vous laisse. Donc si vous connaissez pas encore Joe Dispenza, puis que ça vous titille, ça vous intéresse, allez découvrir son travail. Comme je dis toujours, gardez votre esprit critique, prenez ce qu'il vous faut petit à petit au fur et à mesure, intégrez ça dans votre vie et puis ce qu'on cherche surtout à la fin, c'est un mieux-être. Et donc, avec ça, moi je vous souhaite une très belle semaine, prenez super soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.